l'Académie de Lyon et la Maison de l'Apprendre. Et on remercie Angélique et toute la Maison de l'Apprendre de nous permettre de tenir cet événement. Vous allez voir, le programme est très riche pour cette 1h30 qui nous attendent, puisque nous allons entendre pas moins de 10 personnes ce soir qui ont accepté notre invitation. On les remercie d'ores et déjà puisque le délai était très court, mais elles se sont mobilisées, engagées, elles sont ce soir connectées, et c'est dire leur investissement et l'intérêt que chacun porte à cette thématique centrale qui est la coéducation, où on parlera des alliances éducatives aussi. Enfin, tous ces mots dont on va débattre. Cette soirée va s'organiser en 2 temps principaux. Tout d'abord, nous aurons une table ronde autour de cette notion de coéducation qui donnera la parole à 5 acteurs, actrices plutôt ce soir, de la coéducation venant d'horizons différents, et on va vous les présenter dans quelques secondes. Un second temps donnera la parole à des acteurs des collectivités et de l'institution, puisque nous entendrons monsieur l'inspecteur d'académie et directeur des services de l'éducation nationale du Rhône, Guy Charlot. Nous aurons également avec nous la vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'éducation, Véronique Morera. Et puis, nous aurons pas moins de 3 personnes représentant la ville de Lyon, avec Madame Stéphanie Léger, adjointe à la mairie en charge des questions d'éducation, Madame Fatima Berached et Monsieur Tristan Debray, qui sont conseillers municipaux et tous deux investis sur des questions de coéducation et d'action envers la jeunesse et la participation des plus jeunes à la vie de la cité. Entre les deux, nous aurons également la présentation d'un projet de tiers-lieu, un projet tout chaud qui est en train de sortir des cartons et qui vous sera présenté un petit peu en exclusivité pour nous permettre de transiter entre ces 2 tableaux. On va donc tout de suite commencer par cette table ronde et je passe la main à ma collègue Laura qui va se présenter. Merci, et Mathieu. introduire la table. Donc, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour échanger sur la coéducation, sur un thème qui nous anime tous. Et dans ce premier temps d'échange, c'est un dialogue. C'est un dialogue qui se veut opérationnel entre des acteurs de terrain, déjà pour définir et se mettre d'accord sur les termes, s'entendre sur la définition, ou en tout cas sur la définition de ce qu'est la coéducation et ce qu'on en attend. Et puis, dans un deuxième temps de cette partie, c'est aussi pouvoir illustrer ce qu'est la coéducation et comment elle s'illustre concrètement sur nos territoires et sur Lyon, l'Académie et le département du Rhône. Autour de la table pour échanger, on a des experts qui se connaissent bien. On a Daphné Dufour qui est enseignante et copilote du projet CIRCE, un projet innovant dont elle nous parlera tout au long de la table ronde. Muriel Robichet qui est chargée de mission éducation économie au rectorat de Lyon à la DRAFPIC, qui est la délégation régionale académique à la formation professionnelle continue, enfin initiale et continue. Donc qui travaille sur les missions école-entreprise. Catherine Hurtig-Delattre, qui est une ancienne directrice d'école maternelle, enseignante et auteure de l'ouvrage « La coéducation à l'école, c'est possible ». Monique Ferreiron, qui est vice-présidente à la FCPE, de la FCPE Métropole Rhône, et puis Madame Françoise Feuillertos, directrice de l'association École et Famille. Donc effectivement, on a 5 personnes. L'échange va être très riche. On va essayer d'avoir un échange assez dynamique. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec Madame Hurtig-Delattre. Pour savoir pour que vous puissiez nous dire ce que vous entendez par coéducation. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Je suis intimidée d'être la première. Je m'excuse, je me permets une petite demande de règle du jeu parce qu'on s'était dit 4 minutes chacun pour parler de la coéducation. Est-ce que là, je prends mes 4 minutes ou bien est-ce que je définis un petit peu puis on fera un petit peu des rebondissements? Non, effectivement, on l'a un petit peu évoqué avant votre connexion.
Oui, on s'en excuse. On se disait que c'était plus dynamique de pouvoir avoir peut-être des temps d'échange, d'intervention de 2 minutes. Alors effectivement, Très bien. c'est court, mais on Non, vous non, mais fait confiance, vous avez c'est ce qui l'habitude. me semble aussi, mais je ne voulais Et pas mettre à dérouler pendant 4 minutes. voilà, donc 2 minutes, un peu sur ce que vous en pensez, pouvoir rebondir entre vous sur les termes, sachant qu'effectivement, cette première partie qui dure 20 minutes est vraiment sur la définition de Très bien. la coéducation de chaque partenaire. Parfait. Allez-y. Donc moi, bon, d'abord, avant de donner la définition, vraiment dire un petit peu d'où je parle. Effectivement, Laura m'a présentée en tant qu'enseignante, ancienne directrice d'école. Je me suis, en tant que directrice d'école, effectivement énormément intéressée à mettre en pratique la coéducation. Et si j'ai eu le souhait de ce projet, c'est en fait en mettant ensemble, en mettant en connexion une triple expérience pour moi, qui était mon expérience d'enseignante depuis déjà, quand je suis arrivée à ce poste-là, une trentaine d'années. Où on vit au quotidien la relation avec les parents d'élèves, mais également mon expérience de parent d'élèves, qui n'a pas été facile, qui était même assez chaotique lorsque j'ai été placée en tant que parent avec les enseignants de mes enfants. Et puis mon expérience associative aussi, puisque j'ai été engagée en tant que parent aussi à la FCPE. Et puis je suis également engagée dans des mouvements pédagogiques et également dans des mouvements de soutien et solidarité aux familles précaires. Et voilà, c'est pas anodin de dire ça, parce que dans la culture professionnelle, on nous conseille plutôt souvent de séparer les choses et de se dire on est un meilleur professionnel si on fait pas, si on se met pas à la place d'un parent, si on se dit pas en tant que parent voilà ce que je ressens, ou bien voilà, on ne doit pas mélanger son engagement bénévole de son engagement professionnel. Et j'ai fait le chemin inverse en fait. J'ai mis ensemble mes différentes casquettes et j'ai développé, disons, une auto-empathie, de me dire, en tant que parent, quand je suis choquée par ce que fait un prof, je vais me dire, oui, mais qu'est-ce que je ferais moi à sa place? Et en tant qu'enseignante, quand j'ai été heurtée par des attitudes de parents, je me suis dit, et moi en tant que parent, comment je recevrais ce discours-là? Et pareil sur le milieu associatif, le fait de, par exemple, fréquenter des familles précaires, voilà, ça m'a permis de développer une empathie envers ces familles et de mieux comprendre en tant que professionnelle. En tant que militante pédagogique aussi, ce que j'avais appris avec les élèves en classe sur, par exemple, l'expression des élèves, leur libre initiative, eh bien, je l'ai transposé à la question des parents. Voilà, je voulais dire ça en préalable parce que je pense que c'est une posture qui est importante, en tout cas pour moi. Pour ce qui est de la définition, en quelques mots, du coup, la définition, donc moi, je m'appuie sur une définition que j'ai empruntée à la chercheuse Sylvie Reynard et qui dit que la coéducation, donc, c'est une relation de mutualisation, c'est-à-dire pas une relation de fusion ni de pouvoir, mais de mettre en commun entre les parents, éducateurs premiers des enfants, premiers sur toute la vie et premiers sur les grandes décisions, et les autres éducateurs qui peuvent être des professionnels ou non, c'est-à-dire y compris les voisins, la famille élargie, et ce, d'une part, tout au long de la vie, aux différentes étapes de la vie, et aussi à chaque moment. Donc, à chaque moment de la vie, l'enfant a un certain nombre de coéducateurs qui se succèdent au long de la vie. Voilà, donc c'est une définition un peu complexe, mais qui est celle sur laquelle je m'appuie et qui, vous le voyez, définit bien autre chose que la relation enseignant-parent uniquement, mais qui concerne un grand nombre d'adultes qui gravitent autour de l'enfant, et avec l'idée qu'il est intéressant pour l'enfant de les mutualiser. Parce qu'on pourrait aussi penser, certains le pensent, qu'il est mieux pour l'enfant de cloisonner, que comme ça, chacun comprend mieux où il est dans chaque espace. L'idée de la coéducation, c'est que ça va être intéressant, moyennant certaines conditions dont on reparlera, de mutualiser. Voilà. Madame Ferreiron, peut-être, est-ce que vous êtes d'accord avec ça et rapidement aussi nous dire ce qu'est pour vous la coéducation? Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que c'est une valeur portée par la FCPE depuis la création de la FCPE. Donc, c'est une valeur qui nous a constitués et c'est une valeur qu'on découvre au fur et à mesure qu'on travaille avec la FCPE. C'est-à-dire que les parents qui mettent pour la première fois leur enfant à l'école ont une vision sans doute assez floue de ce qu'est la coéducation, même s'ils ont cette attente-là, mais une attente assez peu définie. Et c'est en travaillant, c'est en fréquentant de nombreuses années les partenaires de l'école qu'on peut affiner sa définition. Alors, moi, je dirais que c'est une démarche collective qui va qui va faire en sorte que les incompréhensions soient chassées et éviter que
les situations conflictuelles viennent bloquer les actions que nous devons mener ensemble, parents et enseignants et partenaires. La coéducation, c'est aussi donner à chacun une place pour qu'il se sente légitime et reconnu. Voilà, brièvement ce que je pourrais dire pour commencer. D'accord, super, merci. Madame Feuillerstos, peut-être avoir, vous, votre sentiment, ce que vous en pensez, et puis surtout, quels acteurs, par exemple, de la coéducation sont incontournables selon vous? Bonsoir à tous. Alors, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit et que je partage pour une grande partie. Donc, je pars, moi, d'un tiers-lieu associatif. Hein, on parlera d'un autre tiers-lieu tout à l'heure, qui n'est ni l'école ni la famille et qui s'est constitué comme ça il y a 20 ans en région parisienne pour être un lieu ressource où on donnerait comme définition de la coéducation la possibilité à tous les moments du parcours d'un enfant et donc de sa famille de pouvoir établir du dialogue. Donc, d'entrer en lien, de favoriser l'aller vers, ensuite d'œuvrer collectivement aux alliances éducatives tout au long du parcours et d'oser les conflits, les zones de conflictualité. La coéducation, comme la concertation, si on prend concertation dans l'étymologie, c'est se battre ensemble. Donc, c'est la divergence. Il est clair que pour nous, ça n'est pas un compromis, même fort, encore moins un consensus. Ce sont des conflits à répétition qu'on va traverser, auxquels on va survivre, sous le regard des enfants, pour leur montrer que ça aussi, ça élève et ça construit des adultes en devenir et des citoyens qui pourront oser une parole. Voilà. Alors, pour ça, la coéducation, c'est polysémique. Hein. Évidemment, tout le monde peut y mettre. Parfois, on y met partenariat, parfois, on y met participation. Il faudra qu'on parle de ce que c'est, de ce qu'on appelle participation des familles, cette obsession à la participation. L'injonction, pour nous, ça va plutôt être de la concertation, vous l'avez entendu, hein, étymologiquement, se battre ensemble et puis arriver à dialoguer sur les priorités existentielles des uns et des autres. Et souvent, c'est une espèce de délégation plus ou moins explicite de tâches, de choses à faire, de partage de responsabilités pour les générations futures. Donc, je voudrais amener deux choses qui sont une échelle spatiale. Je pense que on va tous entendre ce soir des définitions de la coéducation selon qu'on est à une échelle, comme les élus, d'un grand territoire, voilà, qui va s'incarner avec des dispositifs comme le projet éducatif du territoire, hein, à l'échelle d'un établissement scolaire du second degré ou d'une école qui est elle-même inscrite dans un quartier, voilà, un territoire de vie, de quartier vécu par les habitants, à l'échelle d'une classe. Et là, c'est d'emblée pour un enseignant ou une équipe enseignante, comment on fait du collectif aussi, comment on construit le groupe classe du côté des familles et pas que du côté du groupe des élèves. Voilà, donc c'est comment on va transformer une somme d'individualité en un collectif, et puis à l'échelle des situations individuelles, où là, évidemment, on est plutôt à réfléchir avec les parents et le cercle de gens qui comptent dans la vie d'un enfant, comme le disait Catherine Hurtig. Donc, c'est très complexe. C'est très complexe. En effet, c'est très complexe et on va en plus complexifier avec Muriel qui apporte aussi la vision entreprise, donc qui élargit sur la notion de parcours des jeunes. Muriel, si tu peux nous dire ton point de vue sur justement ces termes de coéducation. Alors, c'est vrai que la coéducation sur le champ de la relation école-entreprise, ce n'est pas forcément le terme qu'on va utiliser. On va plutôt parler de partenariat ou de co-construction. C'est vrai que moi, dans le service où je suis, donc la DRAFPIC, Mission Éducation Économie, on nous demande de développer des partenariats avec le monde économique et des nombreuses actions se mettent en place. La spécificité de ces actions, c'est qu'elles sont toujours conduites au sein des classes et avec une participation active des équipes pédagogiques ou des petits EN. Donc, en fait, ce sera les partenaires du monde économique qui n'interviennent pas seuls devant les jeunes. Donc, c'est toujours des projets d'équipe, projets de classe qui sont construits de façon dans la durée. En fait, il y a toujours un temps en amont, l'action école-entreprise, et après un temps de réflexion qui est mené avec les jeunes. Et tout ça, évidemment, en articulation avec le projet d'établissement. Ce ne sont jamais des actions hors sol. Il faut que ça ait du sens voilà, par rapport aux apprentissages que font les jeunes. Et c'est vrai que l'objectif de ces actions, en fait, c'est dans du très long terme, puisqu'en fait, c'est permettre à un jeune
d'avancer dans son projet d'orientation et de trouver un métier à un moment donné voilà, qui lui convient. J'ai à un moment donné parce que souvent, pour les jeunes qui sont en collège actuellement, on se dit qu'ils font plusieurs métiers dans leur vie, hein, donc c'est juste une première étape de vie. Et c'est vrai, on a conscience qu'avoir un métier dans lequel on s'épanouit, dans lequel on se sent bien, c'est une vraie chance pour un adulte. Donc voilà, donc nous on essaye de donner le maximum d'informations par rapport à ça. Et c'est toujours un travail très partenarial et toujours très travaillé en amont. Oui, et tu disais qu'on ne parlait pas forcément de coéducation, mais effectivement de collectif avec les entreprises. Donc ça, c'est intéressant. C'est des termes qui sont pas mal revenus. Daphné, est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit? Et puis surtout, si on peut aller plus loin aussi, la coéducation, peut-être pourquoi faire? Donc oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Donc je suis enseignante en arts plastiques et j'œuvre au projet d'établissements innovants CIRCE, dont on parlera un peu plus tard. La coéducation, je pense que je la définis au nom du groupe de travail sur les partenariats à la coéducation. Je mettrai dans le co-construction, concertation, communauté, coopération, communication, collaboration. Et dans l'éducation, je la situerai entre l'instruction et la formation. Et je pense que l'objectif serait de développer un sentiment d'appartenance partagé. Très bien, merci Daphné. C'est assez complet comme petite synthèse. Donc, si on revient à l'une d'entre vous, peut-être Madame Ferreron, la coéducation, peut-être comment faire, insister sur ce que voilà, comment faire du point de vue de la fédération sur cette coéducation. On ne vous entend pas, Madame Ferreron. Voilà. Je rebondis sur des propos qui ont été tenus par Madame Poyertos. On a compris de manière évidente qu'il était normal qu'enseignants et parents en particulier, on soit régulièrement en désaccord. Alors que beaucoup de gens pensent que la coéducation, ça voudrait dire qu'on serait d'accord tout le temps avec l'enseignant. C'est impossible. Ça voudrait dire qu'on aurait les mêmes points de vue sur tout. Nous qui pensons que la diversité est une richesse, c'est pas ça. Donc, il faut reconnaître la place du désaccord. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, donc ce qu'il faudrait monter, c'est des actions pour gérer nos désaccords. Comment faire pour vivre des désaccords sans que les projets soient bloqués par les désaccords, sans que l'une des deux parties parte en claquant la porte. Donc, ce qui nous semble nécessaire, c'est des temps de formation mixtes, parents et enseignants au minimum, et les éducateurs des associations également à nos côtés, et sur des thèmes transversaux, par exemple sur la gestion des désaccords, mais ça pourrait être d'autres thèmes, comme par exemple développer la confiance en soi d'un enfant. Je pense que les enseignants ne sont pas plus au point que les éducateurs et que les parents. On aurait tous à apprendre à suivre des formations mixtes ensemble. Ces formations, non seulement elles nous enrichiraient, mais elles nous apprendraient aussi à nous connaître. On se connaît peu. Les parents ont des idées toutes faites sur les enseignants et réciproquement. Et ces idées toutes faites, ces préjugés ne facilitent pas du tout la coéducation. Je pense que Madame Hurtig-Delattre a peut-être des compléments également à rajouter sur les propos que vous venez d'évoquer. Oui, effectivement, cette notion de gérer les désaccords, j'aime beaucoup l'approche donc de Françoise qui va carrément sur le conflit. C'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à apprivoiser parce que dans un premier temps, comme l'a dit Monique, on pense que la coéducation, c'est quelque chose qui va tout apaiser et faire en sorte qu'on s'entende toujours tous bien. Et c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Daphné quand elle parle de co-construction. On en a déjà parlé d'ailleurs par rapport au projet du collège. Je pense que en tout cas dans le projet de l'école publique française, dans le modèle dans lequel on a une responsabilité éducative partagée autour du chemin des enfants, mais les familles gardent leur liberté éducative qui est très importante, avec une liberté de transmission de valeurs, une liberté de transmission d'une langue, d'une transmission d'une religion, de grands choix pour l'enfant. Et puis les écoles gardent leur liberté pédagogique
autour d'un projet républicain, bien sûr, mais avec des grandes diversités quand même dans les établissements. Et que donc, pour qu'on puisse s'accorder, on ne va pas s'imposer mutuellement nos projets, mais on va définir quelle est notre zone commune, finalement, dans l'accompagnement de l'enfant, dans le respect de la liberté de chacun. Et c'est autre chose que de co-construire un projet, ce qui peut se faire dans certaines écoles associatives, par exemple, mais qui n'est pas le projet d'école publique. Donc, voilà, donc, je trouve que ça, c'est très important de se dire qu'est-ce qu'on partage, comment on définit chacun nos missions, et qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble, en gérant nos diversités. Avant d'être les désaccords, c'est déjà, ou les conflits, c'est les diversités de points de vue, d'approches, qui peuvent s'enrichir mutuellement. Et puis l'enfant, de se dire qu'il faut qu'il fasse avec. C'est-à-dire il faut bien qu'il fasse avec une famille qui pense quelque chose, ou diverses choses, parce qu'une famille n'a pas non plus une idée unifiée. Et puis des professeurs qui aussi pensent diverses choses. Voilà, donc moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à comprendre cette manière de gérer, c'est la notion de parité d'estime à laquelle je tiens beaucoup, qui est une posture dans laquelle on se dit qu'on n'est pas tous des égaux. Les parents et les professionnels ne sont pas des égaux, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas la même mission, mais ils vont s'estimer mutuellement. Et ça, c'est extrêmement important, sans s'imposer leur point de vue. Voilà. Je pense que merci beaucoup, Madame Feuillertos va pouvoir peut-être rebondir sur vos termes et peut-être commencer à illustrer avec le point de vue associatif, notamment sur justement la nécessité d'avoir en tout cas de se connaître et puis de fixer des cadres pour mieux se connaître et puis avoir des meilleurs échanges et commencer à basculer dans la deuxième partie de la table ronde en illustrant aussi un petit peu la manière dont vous mettez en place la coéducation. Entendu. Alors, elle s'articule dans l'association. D'abord, elle est évolutive dans l'association parce que notre approche se nourrit aussi de ce qu'on vit au quotidien du côté des familles en thérapie familiale accompagnée par l'école, parce que l'école et famille est un lieu clinique aussi, du côté des projets collectifs menés sur des territoires, et du côté des formations d'enseignants, de travailleurs sociaux, mais encore beaucoup plus intermétiers. C'est ça qui nous plaît beaucoup quand on fait des formations où on va réunir des univers autour de situations très complexes d'habitants qui mettent à mal, en tout cas qui mobilisent un grand nombre d'acteurs, parce que c'est quand même une particularité d'école et famille. Alors, il y a des grands principes qui sous-tendent l'action, qui sont pour nous le principe d'ouverture non négociable des contextes de vie, c'est-à-dire, pour rebondir sur ce que disait Catherine, quand quelqu'un est important dans la vie, dans le parcours d'un enfant, de pouvoir composer avec, même s'il n'est pas le parent, s'il est invité par le parent et qu'il a compté dans le parcours, ça peut être un ancien enseignant, ça peut être un éducateur sportif, ça peut être un militant associatif, bienvenue à tous les adultes qui comptent. Principe d'ouverture. Principe de réciprocité, ça va rejoindre la parité d'estime. On s'est beaucoup inspiré aussi des travaux d'ATD Carmonde pour des gens qui n'ont pas toujours la parole, pour des publics, des invisibles. Et donc, ATD et bien d'autres associations nous apprennent l'intérêt d'expliciter beaucoup d'implicites. Et la personne de la FCPE a expliqué à quel point c'est important de déconstruire des représentations mutuelles. Le principe d'engagement et de participation continue, pour nous, ça c'est le plus important. C'est associer les parents, non seulement aux phases de décision qui ont été prises pour leurs enfants, mais aussi au processus. Je donne un exemple simple. Quand un parent arrive dans une équipe éducative en premier degré ou dans une commission éducative dans le second degré, s'il n'a pas eu avant un peu accès à la boîte noire, les enseignants se sont réunis à tel moment, puis avec la vie scolaire à tel moment, avec le chef d'établissement, avec tel partenaire, on a parlé de votre situation, voilà ce qui s'est dit, voilà pourquoi on a besoin de vous, monsieur, madame, il faut nous aider, pour nous aider à aider votre enfant. Si on est juste dans des instances, si le parent est juste convié dans des moments où se jouent des décisions, ou pour être informé de ce que d'autres ont pensé pour eux et pour ce qui leur est le plus cher au monde, on est là dans des difficultés. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le principe de participation continue. Le parent n'est pas là à tous les moments, bien entendu, mais il est au moins informé des processus qui le concernent. Quelle place pour les personnes directement concernées? Et puis, pour habiter la parité d'estime ou l'esprit de médiation, je ne sais pas trop. Moi, j'ai un diplôme de médiation, je n'ai jamais su ce que c'était que la neutralité. En revanche, ce qu'on va nommer l'attention multidirectionnelle, c'est-à-dire l'attention à chacun dans le réseau, avec une tentative pour avoir une égale attention à chacun, me paraît tout à fait intéressant. Voilà. Et alors après, des exemples concrets,
y en a beaucoup dans les démarches. C'est évidemment l'aller vers les personnes les plus loin des institutions. C'est autant que faire se peut expliciter les implicites. Et pour ça, on a souvent besoin d'un tiers. Parce que nous, quand on a des angles morts dans nos professions, on ne se rend pas compte. Et puis partager les enjeux de la participation des familles. Mais pourquoi on veut qu'elles soient là? Pourquoi est-ce qu'on veut les impliquer? On a déjà posé cette question. Donc, un outil très basique qu'on utilise, nous, dans les projets de coéducation, c'est on met à plat déjà l'existant avec les équipes. Quelles sont toutes vos occasions de rencontre avec les familles? De quoi êtes-vous le plus fier? Voilà, pourquoi vous le faites? Comment vous le nommez? À quel moment ça se passe? Qui invitez-vous? Comment vous tenez compte de ceux qui n'ont pas pu être là? Et donc d'être en soutien des équipes pour déjà analyser l'existant et faire des propositions de priorité d'action avec un pilotage local. Voilà, ça c'est des choses concrètes. Très bien, très bien. Et puis de toute façon, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans toutes les actions que vous faites, mais c'est vrai que vous aurez la possibilité d'avoir des liens et puis de mettre des choses sur le site pour pouvoir aller plus loin, pour que les participants puissent aller plus loin. Muriel, je pense qu'il y a des choses qui font écho aussi sur la relation école-entreprise, c'est-à-dire sur le travail sur les représentations également, comment vous faites au niveau pour privilégier le parcours du jeune, comment vous faites pour que le travail sur la représentation se fasse également et que le langage commun se fasse entre l'école, l'entreprise et puis la famille également. Alors c'est vrai que nous, les actions école-entreprise, elles se font à la fois en direction des jeunes et puis aussi en direction des équipes pédagogiques et des psy-EN, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un travail à faire sur alors à la fois des représentations genrées, hein, donc bien évidemment il n'y a pas de métier pour les filles et pas de métier pour les garçons, mais une fois qu'on a dit ça, il faut parfois aller un peu plus loin et puis voilà, convaincre aussi les familles que c'est possible. Et puis c'est aussi casser tout simplement les représentations qui sont faites. Voilà, autour des nouveaux métiers, des métiers qui recrutent, des nouvelles façons d'exercer, de nouvelles modalités d'exercice des métiers. Et ça, c'est vrai qu'on a besoin d'apporter cette information devant les jeunes et leurs familles. Alors, c'est vrai que souvent, les actions école-entreprise que l'on mène, en fait, ça permet un pas de côté par rapport aux habitudes en classe. Donc, souvent, ce qui est dit, ça a déjà été dit par les enseignants, mais le fait que ce soit porté par une autre voix, avec d'autres mots, et puis nous, les personnes qui interviennent, voilà, c'est toujours des gens dans une approche, dans un engagement sociétal. Hein, l'entreprise n'est jamais payée quand elle vient parler devant une classe. Je le redis, donc voilà, c'est vraiment des gens qui prennent sur leur temps et qui donnent de leur temps pour les jeunes. Et c'est ce que ça peut souvent apporter pour les jeunes, en fait, c'est à la fois des parcours atypiques et se dire qu'on peut à un moment donné être en difficulté dans un moment de vie et en fait qu'on peut rebondir. Donc c'est tout ce qui est autour de voilà, comment on se comporte face à l'échec, à la difficulté et qu'on sort parfois, on sort plus fort de ces moments-là. Et puis, voilà, c'est donner un peu d'espoir aux jeunes en leur disant que même si autour de l'entreprise, il y a parfois de choses négatives qui peuvent être dites par les médias, voilà, on peut trouver sa place et on peut vraiment se faire plaisir dans son emploi. Et je pense voilà, un métier fait avec plaisir est une vraie chance au quotidien quand on peut le faire. Alors, c'est vrai qu'on essaie de faire en direction des familles et ce n'est pas simple du tout d'aller joindre les familles, surtout les familles les plus éloignées de l'école, et c'est vers celles vers lesquelles on aimerait aller. Et ce n'est pas évident. On a travaillé avec des fédérations voilà, au niveau des territoires. Et en fait, les familles qu'on arrive à toucher, c'est celles qui sont déjà, par exemple, au conseil de classe ou parents délégués ou conseil d'administration, donc qui ont déjà les informations. Et nous, on aimerait aller au-delà. Ce n'est pas simple. Il y a un acteur, c'est la région, en fait, qui est maintenant aussi très présent autour de l'information sur les métiers et qui essaye aussi voilà, de monter des actions en direction des familles. Madame Ferreron, peut-être, est-ce que vous avez des actions justement en lien plutôt sur les parcours des jeunes, en lien avec, vous avez mené pas mal d'actions sur le département du Rhône. Donc, si vous pouvez illustrer et éventuellement nous dire aussi les actions qui sont en lien sur l'entreprise ou en tout cas l'orientation et le parcours jeune. Alors,
moi, au-delà de ce que tout le monde connaît déjà, la présence des parents dans les conseils d'école, dans les conseils d'administration, dans les conseils de classe, j'avais envie de vous parler d'un projet tandem. Il y avait un appel à projet de l'Union européenne pour que des trios de parents, enseignants et associations créent des scénarios pour développer l'éducation aux médias numériques grâce à des interventions alternées. Certaines séances se passaient en famille, certaines séances en classe. Donc, on a réussi à mener à bien ce projet, d'abord parce que monsieur l'inspecteur d'académie nous a soutenus. Il a trouvé que c'était une très bonne idée. Qu'on a trouvé un IEN qui a quelque part imposé à ses enseignants de travailler avec les parents pour dire que voilà, il y a des freins à dépasser. Donc, on a vécu de très belles expériences. Le lien sera donné, je crois, sur le diaporama que vous pourrez trouver dans les ressources. On a mis 10 scénarios en place, 10 scénarios qui ont été vécus dans des classes. Mais par exemple, quand monsieur l'inspecteur d'académie nous a autorisés à aller parler de notre projet au conseil des IEN, on a été très mal reçus par les inspecteurs de l'éducation nationale qui se demandaient ce que les parents venaient faire à expliquer à des inspecteurs ce qu'on pouvait faire en classe en collaboration école et famille. Donc, il y a encore du travail à faire. Encore du travail. Madame Hurtig de Lattre, peut-être justement, je pense rebondir sur les propos de Madame Ferreron et puis nous dire comment faire pour que ça marche, quels sont les freins, mais surtout voilà, comment faire pour que ça marche. Vous avez déjà expérimenté des choses en tant qu'enseignante et directrice d'école. Alors, c'est vrai qu'il y a des freins qui tiennent en partie à l'histoire, hein, puisque l'école française s'est construite contre les familles et en dehors des familles. Donc, c'est long pour changer de modèle et venir à la coéducation, même si on a la chance que la coéducation soit dans le prescrit, soit dans les textes officiels actuellement et dans le référentiel de compétences des enseignants. Donc, ça, c'est très important et très nouveau, enfin, nouveau depuis quelques années. Après, ces freins donc, qui sont inscrits dans la culture professionnelle effectivement des enseignants, il y a aussi des peurs réciproques. Les enseignants ont peur d'être jugés par les parents ont peur d'être jugés par les enseignants. Donc, il y a tout ça à apprivoiser. Et ce que je pense, c'est que ça peut se modifier par des petites choses du quotidien, par les actes finalement de tous les jours. Comment on accueille les parents, comment on est au portail avec eux, comment est-ce qu'on leur répond au téléphone, comment est-ce qu'on les informe, comment est-ce qu'on tient compte du fait que certains ne maîtrisent pas la langue française quand on utilise un carnet de correspondance. Il y a des tas de choses comme ça dans l'accueil, dans l'information, qui après vont permettre d'instaurer du dialogue, justement à parité d'estime, dans les instances dont Monique et Françoise ont parlé, par exemple les équipes éducatives qui sont des temps très douloureux souvent pour les familles, mais il y a du lien à tisser avant ces moments-là. Et puis, la fameuse participation dont Françoise a parlé aussi, qui est quelque chose de très complexe. Comment est-ce qu'on la pense aussi à parité d'estime, en tenant compte des cultures familiales? Mais pour moi, on ne peut demander aux parents de s'impliquer que lorsqu'on les a d'abord accueillis, informés, et quand on a dialogué avec eux. Et ensuite, on peut effectivement leur faire comprendre le sens de la participation et l'implication qu'on attend. Donc, c'est un peu un système, pour moi, la coéducation, qui prend un peu plusieurs morceaux, plusieurs entrées. Il y a aussi la question qui est très importante de laisser aux parents le choix des entrées. En leur proposant plein d'entrées possibles à l'école, eh bien, ils peuvent choisir leur distance. Est-ce qu'ils ont envie d'être très près ou très loin, de dialoguer beaucoup ou pas, de venir à une fête ou pas, de répondre à telle ou telle possibilité de l'école. Et si on propose beaucoup de choses, ben, chacun pourra trouver son style finalement de lien. Et juste pour donner un exemple, donc moi, quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué pendant toute ma carrière d'enseignante et qui me semble une chose simple et très puissante, c'est les entretiens individuels systématiques. Donc, vous pourrez mettre le lien d'un outil que j'ai mis en ligne sur le site de l'Institut français d'éducation. Rencontrer tous les parents pendant un temps consacré à eux, indépendamment de toute évaluation et de toute notion de problème de l'enfant, c'est quelque chose qui change beaucoup les choses parce qu'on se rencontre juste pour se connaître et pour justement mettre en œuvre la coéducation. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux parents au début de l'entretien, de quoi avez-vous besoin que je sache pour mieux accompagner mon enfant? Qu'avez-vous besoin? Ça fait une bonne transition avec Daphné qui va, parce que du coup, tous vos propos sont... Donc ça, voilà, je voudrais juste conclure en disant qu'on a beaucoup à gagner quand on se lance dans la coéducation. La coéducation, c'est complexe, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais on y gagne énormément, à mon avis, en efficacité professionnelle parce qu'on accompagne mieux les élèves et en richesse humaine. Voilà.
Donc, Daphné, si tu peux nous dire de quoi il s'agit et les freins un petit peu que vous avez évoqués, et puis plus largement ce dont vous auriez besoin sur un projet d'ampleur comme Circe. Donc on travaille à un projet d'établissement public innovant qui est pensé comme un tiers-lieu et en association avec les partenaires du territoire. Et effectivement, je parle de co-construction, Catherine, parce que dans notre idée, c'est de construire ensemble avec les fédérations de parents d'élèves un projet d'établissement. Donc effectivement, on y travaille. Et effectivement, on avait commencé à réfléchir sur quels moyens, quelles entrées on pouvait travailler ensemble. Et il nous est apparu que les parcours éducatifs étaient une entrée intéressante parce que le parcours concerne l'élève, mais concerne aussi l'enfant. Et sur les temps scolaires et sur les temps hors scolaires. Et donc, on voulait réfléchir, on a réfléchi déjà il y a quelques temps au parcours éducatif, citoyen, santé, avenir et d'éducation artistique et culturelle. On pensait à mettre, par exemple, pour le parcours avenir, mettre en place un forum régulier des compétences des parents où il y avait un échange qui pourrait se mettre en place et qui soit un rendez-vous. Et puis, parcours d'éducation artistique et culturelle. Je travaille en ce moment aussi à la DAC et pour mettre en œuvre un peu les parcours d'éducation artistique et culturelle. Et la question, par exemple, de créer des espaces de rencontre avec l'œuvre dans les établissements scolaires sont apparus avec le travail d'une artothèque intéressant pour créer du lien entre l'art, l'espace d'une galerie, un espace de rencontre avec l'œuvre d'art, une galerie d'art en fait dans l'établissement, et où les œuvres pourraient être empruntées par les familles, et ce seraient les élèves qui deviendraient les médiateurs finalement de l'art, et on pourrait passer comme ça de l'espace public à l'espace privé via l'école. Donc, par exemple, voilà ce genre de lien qu'on pourrait faire autour du parcours artistique et culturel. Alors, il y a une plateforme qui fonctionne pour l'éducation artistique et culturelle qui s'appelle Adage et qui recense les parcours des élèves. Mais c'est vrai qu'il n'existe pas encore d'outils, en tout cas pas à notre connaissance, pour les parcours santé, pour les parcours citoyens et pour les parcours avenir. Et ça, ce serait intéressant aussi que non seulement les enseignants renseignent l'équipe éducative, mais aussi les parents et pourquoi pas les élèves, parce qu'on parle de rendre acteur l'élève de ces parcours. Et donc, comment on pourrait penser à un outil qui soit collaboratif autour du parcours de l'élève qui est aussi un enfant, un jeune et un citoyen. Super, merci Daphné. Juste pour vous prévenir en termes de timing, on va bientôt avoir fini et pourtant l'échange est vraiment riche et on aura envie de continuer. Mais peut-être en quelques mots, chacune nous dire la priorité des priorités pour vous dans ces termes et quand on parle de coéducation. Madame Feuerstos, peut-être, si vous voulez nous donner un petit peu, vous, votre sentiment en quelques secondes, puisqu'après, on va essayer de respecter le timing. Alors, la priorité des priorités, là, c'est bien ambitieux, c'est faire de l'histoire-géographie. Ce serait comment est-ce qu'on peut, avec des enfants élèves, les inscrire dans leur lignée en ayant dans notre tête des parents et des proches dignes, à parité d'estime et de confiance, des gens valables dans nos têtes, et les inscrire sur un territoire, des territoires réels. Et donc, il y a toute la question du bâti, je trouve, autour d'un nouvel établissement. Ça, c'est passionnant, imaginer l'établissement comme un lieu de vie aussi sur le territoire où il va s'inscrire. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les écoles seraient fermées la nuit aux frères et aux sœurs aînés qui n'ont pas de place parfois dans certains logements pour avoir des activités. Donc, pourquoi est-ce qu'un CDI ne fait pas aussi fonction de médiathèque les week-ends? Voilà, c'est tout ça qu'il faut penser, c'est aimer apprendre. Donc, c'est inscrire sur le territoire et dans les transmissions des générations, avec une attention au spécifique, au singulier et au collectif à chaque fois. Qu'on parle de famille,
Est-ce qu'on a des parents, des élèves ambassadeurs, des parents ambassadeurs, des parents relais? Quels lieux fréquentent-ils? Et quand on ne voit pas les familles, eh bien, où sont-elles si elles ne sont pas à l'école? Quelles sont leurs portes d'entrée de la confiance? Et travailler de proche en allant vers, parce que c'est de la responsabilité des professionnels de faire ce premier chemin, d'aller vers. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en quelques secondes. C'était quelques secondes. Non, très, très rapidement, peut-être, Madame Ferreiron, en un mot, puisqu'on va partir sur la conclusion, peut-être. Micro, Monique. On n'entend pas Madame Ferreiron. Voilà. Être conscient de la diversité des parents, c'est-à-dire que le parent d'élève, il n'est pas standard. Moi, je peux pas. C'est difficile pour moi de parler au nom des parents d'élèves. Les parents d'élèves sont si différents les uns des autres. Donc, avoir la conscience de cette diversité et avoir un lieu, alors dans l'école ou à l'extérieur de l'école, puisque pour certains, c'est difficile de rentrer dans l'école, mais un lieu où on peut parler de nos diversités si ce n'est pas encore des désaccords. Merci beaucoup, Madame Hurtig-Delac. Peut-être un mot, peut-être le mot de la fin avant de... Ce sera le mot de la fin. Moi, je parle du point de vue du professionnel et j'ai envie de dire aux professionnels qu'il leur revient d'ouvrir la porte. Ça ne peut pas être les parents dits éloignés de l'école, c'est l'école qui a éloigné ces parents-là ou qui est éloigné d'eux. Et donc, c'est aux professionnels d'ouvrir la porte et puis qu'ils ne doivent jamais se décourager. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ouvre la porte, eh bien, la vie entre et quand la vie entre, c'est compliqué. Donc, ça sera compliqué. Et moi, j'essaie de me dire, à chaque fois qu'une situation paraît impossible, on se dit on n'y arrivera jamais, c'est un nouveau défi de coéducation, c'est une nouvelle aventure qui nous attend et on va y arriver. Il y a toujours quelque chose dans la relation humaine qui est possible, une rencontre qui est possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions et ce partage. Je vais donner la parole à Mathieu quand même. Alors c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, on aurait voulu en entendre plus, mais c'est l'ouverture vers d'autres choses et on prendra le temps à d'autres moments. Je vais laisser la parole à Mathieu qui va nous faire une petite synthèse et une petite conclusion de ce temps. Oui, merci Laura et merci à toutes pour ce temps d'échange. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et alors, c'est une synthèse, oui, je vais essayer de ne pas vous répéter, mais moi, ce qui m'a heurté, ce qui m'a frappé dans toute la tenue de vos échanges du début jusqu'à la fin, c'est la dimension finalement très politique de ce thème de la coéducation. Alors, pas politique, partisan, militant, pas du tout, mais finalement, il y a une grande convergence dans toutes vos expressions qui est que la coéducation, c'est d'abord chercher entre des personnes d'horizons différentes, à chasser leurs incompréhensions, à faire tomber les peurs, à déconstruire des représentations mutuelles pour apprendre, sinon à se connaître, du moins à devenir des partenaires. Parce que l'enjeu principal, c'est les enfants qui sont au milieu. Et ces enfants, il ne s'agit pas de leur présenter effectivement une société apaisée, mais bien de leur montrer comment de relations différentes, de visions divergentes, parfois de conflits qui peuvent être ouverts, on apprend à les gérer. Et gérer les conflits, c'est tout à coup, lorsqu'on présente la coéducation sous cet angle, on comprend que c'est aussi une pratique, un espace qui va nous perturber, nous, en tant qu'adultes, qui va demander un engagement, un investissement très personnel, personnel en tant qu'individu, mais très professionnel aussi, et en tant que citoyen, on est frappé par ça. Cette coéducation, elle nous alerte sur le fait que l'éducation de la jeunesse, ce n'est pas un objet comme ça de réflexion extérieur à nous-mêmes, autour duquel on peut se permettre de tourner, de concevoir des notions. On n'est jamais très loin du terrain, jamais très loin de la pratique. C'est un objet politique au sens civique qui nous implique tous. Et finalement, plutôt que de toujours se demander ce qu'on peut faire pour l'éducation à la jeunesse, il est peut-être aussi toujours temps de comprendre ce que l'éducation à la jeunesse peut pour nous, chacun d'entre nous. Donc, je rejoins ce que disait Mme Hurtig-Delac, c'est une aventure qui doit tous nous impliquer, tous professionnels et de tous les horizons associatifs, militants, éducation nationale, qui sommes impliqués dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette coéducation elle fonctionne? Vous nous avez donné quelques pistes. Moi, j'ai entendu une démarche, notamment très simple, et qui peut s'appliquer finalement à tous les partenaires de l'école. Il faut d'abord accueillir, informer, dialoguer.
Et puis, dans un second temps, on va ouvrir des portes pour inviter chacun à créer cette coopération, ce partenariat, s'il le veut, s'il est disponible. Et donc, c'est ça, c'est créer des possibles et se rendre disponibles les uns aux autres autour de ces enjeux éducatifs. On a aussi, évidemment, la question du temps. Et là, selon les partenaires, on va en avoir plus ou moins. Mais je me pose la question, donc il a été très fortement question d'école, de famille. On est sur du premier degré. On a envie comme ça de construire une relation dans le temps avec nos familles et donc pour ça on a besoin d'interlocuteurs un peu identifiés, pérennes. On sait que dans le second degré c'est tout de suite un peu plus compliqué parce que l'environnement, l'écosystème éducatif multiplie les interlocuteurs. Donc comment est-ce qu'on pourrait être amené à créer du lien, une cohérence, à penser un parcours de coéducation, non plus à l'échelle même d'un cycle d'éducation mais à l'échelle de la vie d'un élève sur son territoire, si tant est qu'on postule que l'élève va habiter un seul et même territoire tout au long de sa vie. Mais voilà, on a ici des pistes de réflexion qui sont très riches et très, très encourageantes. Est-ce que vous voulez réagir en un mot à ma petite synthèse? J'aime bien donner le mot de la fin aux intervenantes, mais je vois que tout le monde acquiesce. Alors, le temps est venu donc de passer. Je te repasse la main, Laura, pour conclure et nous guider vers la transition. Et on rallume le micro. Merci Mathieu pour cette synthèse, en tout cas pour ces mots évoqués. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat. On ne va pas avoir le temps ce soir de répondre à tous les éléments du chat, mais on prendra le temps ensuite peut-être de répondre aux interrogations ou en tout cas à l'envie d'aller plus loin surtout parce que c'est surtout ces réactions-là, c'est l'envie d'aller plus loin et presque une frustration de ne pas pouvoir élargir le temps, mais on va maintenir le timing. Donc je laisse la parole à Angélique qui va nous présenter justement un tiers-lieu, apprendre et devenir, et qui est dans la continuité des propos qui ont été tenus ce soir. Angélique. Je rebranche mon micro, pardon. Oui, merci pour cette transition. Nous avions envie de vous partager très succinctement les premières intentions d'un projet qui est en cours de développement sur le territoire lyonnais et qui fédère 8 associations, parmi lesquelles la Maison de l'Apprendre, mais bien plus largement que ça, d'autres acteurs institutionnels du monde économique et d'autres associations qui ne sont pas aujourd'hui nommées dans ce consortium, mais qui ont manifesté leur intérêt. Et pour rentrer un peu plus précisément dans les détails de ce tiers-lieu qui aujourd'hui est nommé Apprendre et devenir sur les enjeux d'apprentissage tout au long de la vie et l'engagement citoyen, je vais passer la parole à Frédéric Delattre, directeur régional de la FEV, et Audrey Rigaud, directrice régionale de l'association Révèle. Avec plaisir, merci Angélique. Et puis avec plaisir également de vous retrouver dans le cadre du Festival de l'Apprendre. C'est important parce que ce projet de tiers-lieu, quelque part, fête un peu son premier anniversaire, dans la mesure où c'était au Festival de l'édition 2020 que nous avions rendu un peu public nos envies de travailler ensemble. Je commence simplement pour vous présenter les acteurs qui sont un peu porteurs de cette initiative. Je vais prendre par ordre alphabétique, alors ne pensez pas que je sois mal poli, mais ça commence par AFEV. Donc voilà, l'AFEV dont je suis délégué régional, qui est une association qui est engagée auprès des enfants dans les quartiers. Article 1, une association qui est engagée également dans le champ de l'égalité des chances. Enactus, qui est une association qui est engagée, elle, dans l'entrepreneuriat étudiant. Télémac, une association qui est engagée dans on va dire la réussite à travers un accompagnement sur une longue durée de jeunes au collège et au lycée. La Maison d'Apprendre, qui nous accueille ce soir. Mosaïque RH, qui est engagée, elle, dans le recrutement de jeunes dans la diversité. Révèle, dont Audrey, qui va prendre la parole ensuite, est la représentante et qui est engagée dans le développement du pouvoir d'agir des jeunes filles. Et Unicité, qui est engagée dans le développement du service civique.
en France. Donc, ensemble, nous avons décidé, il y a un an, d'unir nos savoir-faire, nos envies, pour faire naître sur le territoire du Grand Lyon, dans un premier temps, un tiers-lieu, ou plutôt un tiers-lieu en archipel, qui puisse travailler sur les questions d'éducation tout au long de la vie, en mutualisant nos savoir-faire et également pour faire naître de nouvelles possibilités d'action à partir du croisement de nos projets et de nos savoir-faire. Donc, on a reçu plusieurs soutiens et j'en profite pour remercier les personnes qui participent à cette table ronde et qui ont soutenu la démarche qui est engagée. Je pense à la ville de Lyon, Madame Léger, à Monsieur Charlot également. Et puis, quand on commence à citer les gens, ça commence à devenir dangereux, mais les autres se reconnaîtront. Voilà. Audrey, je te laisse la parole pour peut-être dire un mot sur les finalités de ce tiers-lieu. Oui, merci Frédéric. Bonsoir également à toutes et tous. Donc Audrey Rigaud, donc membre du collectif Apprendre et Devenir. Donc en effet, notre intention qui est partagée entre les 8 acteurs qui sont aujourd'hui à l'initiative de cette démarche, mais qui finalement seront rejoints par d'autres acteurs aussi associatifs qui constatent également les mêmes besoins en fait sur les territoires. Notre souhait vraiment, c'était de toujours de répondre aux besoins que, bien sûr, nous identifions auprès des publics. Alors, pour un certain nombre d'entre nous, nous sommes présents donc, sur des territoires classés quartiers politiques de la ville. Et donc, on constate un certain nombre de freins qui ont été aussi rappelés tout à l'heure, des freins à la mobilité. On a parlé d'estime de soi, de confiance en soi tout à l'heure, mais également qui n'ont pas forcément en face d'eux des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc déjà, pour faire un petit lien avec la thématique de ce soir, c'est déjà de s'unir, de s'allier. Donc notre collectif aussi en est un exemple, de pouvoir être complémentaires en fait sur nos dispositifs. Donc quand on se connaît, quand on travaille ensemble, quand on s'ouvre aux autres, on est en mesure aussi d'apporter une lisibilité, une visibilité au public. Donc ça, c'est déjà une première intention. Et puis, bien au-delà, c'est de pouvoir créer des alliances pour décloisonner aussi également les autres acteurs, que ce soit dans le monde de l'éducation. L'idée vraiment du collectif, c'est de pouvoir travailler avec, bien sûr, les autres acteurs associatifs du territoire, mais également avec la communauté éducative, dans le sens un peu large du terme, avec les institutionnels, avec le monde économique, et puis avec le grand public. Donc notre attention et vraiment les objectifs du collectif Apprendre et Devenir, c'est déjà d'apprendre ensemble, en fait, de faciliter l'accès aux outils et aux initiatives qui peuvent exister. Donc le fait d'être en archipel permettra aussi de pouvoir être présent en grande proximité auprès des publics. L'idée également, c'est de co-construire en fait un réseau territorial d'acteurs qui sont engagés sur les thématiques de l'éducation et de pouvoir finalement renforcer nos complémentarités, finalement d'engager des dynamiques d'intelligence collective aussi entre nous. Et puis également, troisième point, c'est de cohabiter. Donc le fait d'avoir aussi des lieux physiques en archipel, c'est aussi construire des systèmes en commun, des systèmes de réciprocité, de troc, et grâce en fait à un foncier que nous espérons, un foncier public non occupé, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de bâtiments publics qui ne sont pas occupés, c'est permettre aux associations qui œuvrent pour l'intérêt général de pouvoir être présentes et de pouvoir être, comme je vous le disais tout à l'heure, en proximité avec ces publics. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un pied de palier ouvert au grand public. Ça, c'est pour vous permettre de concrétiser un petit peu le lieu, d'être un espace ressource avec aujourd'hui des tendances de Living Lab pour expérimenter, innover, travailler ensemble, et puis également un espace de coworking pour travailler également tous ensemble, toujours dans ce but de complémentarité. Voilà un petit peu les objectifs de ce tiers-lieu. Frédéric, je sais que tu souhaites ajouter juste quelques points si on a encore 1 à 2 minutes. Théoriquement, il nous reste 1 minute dans le timing. Simplement, moi je pense qu'en matière de coéducation, on a abordé quelque part, je vais le dire un peu de manière frontale, mais la question d'un face-à-face
entre enseignants et parents. On peut, moi j'en suis convaincu, je misais sur des facilitateurs dans le dialogue, dans le travail ensemble, et que nos associations, modestement, chacune à partir de ses savoir-faire, peuvent être des facilitatrices dans la construction de cette estime réciproque qui puisse permettre à chacun, enseignant, enfant, parents, d'avancer dans la construction d'un parcours éducatif réussi. Voilà. Je m'arrêter là si je m'en fie au timing qui nous a été imposé. Angélique, qu'est-ce que tu nous dis? Ton micro est coupé. Je dis qu'il faut que je rebranche mon micro, que c'est très bien d'avoir respecté le temps parce qu'on est très, très contraint et qu'on pourra partager notamment la vidéo qui présente un petit peu le projet à ceux qui sont plus curieux. Mais merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour présenter ce projet en cours de développement. Maintenant, je redonne la parole à Mathieu. Tout à fait, merci Angélique. Il est 19h01 et c'est le moment de passer à notre troisième et dernier temps de cette soirée riche, donc la demi-heure que nous consacrons à la vision des acteurs des collectivités et de l'institution notamment. Donc je vous le rappelle, nous avons monsieur l'inspecteur d'académie avec nous ce soir, mais également la vice-présidente de la métropole de Lyon, ainsi que 3 élus de la ville de Lyon qui vont avoir 8 à 10 minutes pour pouvoir exposer chacun leur vision de la coéducation, ce qu'ils conçoivent et ce qu'ils entendent faire dans ce domaine-là. Je passe la main à Laura qui va nous présenter donc le premier intervenant. Merci. Donc, notre premier intervenant est Monsieur Charlot, Monsieur l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône. On est très content que vous ayez accepté cette invitation et du coup que vous nous donniez votre vision de la coéducation. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. C'est très bien. Voilà, donc je vais essayer de vous proposer dans les quelques minutes un regard institutionnel sur la coéducation, parce que c'est aussi mon rôle de donner le regard de l'institution. Je me permets de dire que cette notion de coéducation, elle fait consensus sur 2 points. Je pense que l'idée de coéducation, c'est pour l'enfant, parce que c'est bien ça c'est vraiment le sujet qui nous intéresse fortement, c'est bien une confrontation avec une multiplicité d'adultes, bien sûr aussi d'enfants différents, parce qu'on apprend par ses pairs aussi, qui contribuent de façon formelle, puisqu'on va dire qu'on est bien sur un moment donné, légalement il y a les parents, les enseignants, ou informelle, parce qu'au travers de ses camarades, on apprend aussi, mais au travers d'intervenants, on apprend et concourt à son éducation. Et puis, je me permets de dire que du point de vue institution, on sait que l'implication des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant, on sait que c'est un élément déterminant pour la réussite de ceux-ci. Donc, on voit bien à un moment donné que la coéducation, c'est un élément qui est central au niveau éducation nationale. Cette coéducation, je voudrais peut-être le rappeler, parce qu'en écoutant les entretiens de tout à l'heure, je pense que pour moi, elle n'est pas innée. Elle reste toujours marquée, et on l'a entendu tout à l'heure, par une dualité. D'un côté, la famille qui attache, et de l'autre côté, l'école qui émancipe. Je pense que l'histoire de l'école française est bien dans ces 2 aspects-là, avec une volonté au niveau de la Révolution de retirer l'enfant de sa famille pour l'éduquer. Donc, elle doit être passée pour moi sous 2 signes qui sont importants. C'est le signe de la confiance, mais aussi le signe de la conviction qu'ensemble, on est capable de réussir. L'autre élément qui me paraît important pour réussir, je pense qu'il faut qu'on soit aussi sur la notion de respect mutuel. Parce que, vous l'avez dit, évoqué dans plusieurs moments donnés, se sentir respecté, c'est déjà de se dire à un moment donné, je suis prêt à faire un pas vers l'autre là-dessus. J'aime bien un peu cette phrase qui est de dire que pour faire confiance, il faut que je considère que celui qui est en face de moi ait au moins 50% raison. Sinon, bien sûr, lui ne me fera pas confiance aussi également là-dessus. Et puis, il y a un autre principe qui me paraît quand même, par contre, intangible, c'est notre système éducatif, qui est un système éducatif qui est dans la Déclaration des droits de l'homme, mais dans notre Constitution très fortement, c'est-à-dire que les contenus sont bien définis par l'État et ne peuvent pas être remis en cause.
Au niveau national, on sait bien que le rôle des parents à l'école est reconnu par la loi et leurs droits sont garantis par des dispositions qui sont réglementaires. Et je crois que c'est un élément qui est important là-dessus. Je ferai juste reciter l'article L111.1 de la loi pour une école de la confiance qui précise que pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Je dirais que c'est une phrase qui est inscrite dans la loi, puisque c'est bien le premier article de la loi, et donc s'il montre à un moment donné, je dirais, l'importance qu'a accordée aux familles, mais aussi aux autres acteurs de notre société, cette mission qui est importante dans la coéducation. Donc pour les parents, on est bien sur un élément qui est essentiel là-dessus, c'est que ce qu'il aurait affirmé, c'est un droit d'information et un droit d'expression dans la loi. Donc les parents ont la possibilité d'être régulièrement informés, bien sûr du comportement de leur enfant, on est bien dans le mot éducation, et puis de ses résultats scolaires, là on est plutôt dans le mot instruction. Et je crois que ce qui est rappelé aussi, c'est qu'au travers de la loi, c'est bien que les représentants de l'institution scolaire doivent veiller à apporter une réponse aussi aux demandes d'information ou d'entrevue des parents. Et je crois que c'est un élément qui est pour moi important, et je crois que c'est vrai que si dans un sens on sait assez bien le faire, informer, dans le sens de écouter, reprendre en compte les parents, être à l'écoute des parents, un peu comme fait le médecin quand il écoute son patient. Avant, les médecins, je dirais, dans les années 1900, étaient plutôt de dire, je vais vous dire là où vous avez mal. Maintenant, ils écoutent d'abord le patient. Et je crois que c'était peut-être une évolution très forte qu'il faudra qu'on essaye d'opérer beaucoup plus. Avec peut-être une nouvelle évolution qui, pour moi, à un moment donné, et qui peut commencer à rompre des inégalités d'accès, ce sont les espaces numériques de travail. Quand on écoute, quand on travaille avec même des chefs d'établissement du second degré, c'est peut-être une porte là-dessus. Il y a peut-être un côté voyeurisme de voir les résultats de son enfant, mais on se rend compte qu'au travers de la crise sanitaire, l'espace numérique de travail peut être aussi un espace de dialogue, un espace d'échange, qui à la limite supprime les distances et permet peut-être à des familles peut-être de communiquer plus facilement là-dessus. Et puis bien sûr, au niveau réglementaire, il y a aussi un droit de participation, puisque je rappelle que les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative et ils participent aux instances, conseil d'école, conseil d'administration. Ce sont un élément qui est important là-dessus. Mais je permets de dire que c'est une façon de pouvoir s'impliquer aussi dans la vie de l'école ou de l'établissement et donc de travailler, d'être, je dirais, pouvoir donner un avis sur le projet d'école ou le projet d'établissement. Mais aussi, je voudrais intervenir aussi sur les parcours. Vous l'avez cité tout à l'heure. Pour moi, les parcours sont aussi une entrée essentielle. Si on prend simplement l'exemple du parcours Avenir, je crois qu'il est à la fois dans un élément, et vous l'avez dit vous-même, permettre à des parents de venir présenter leur métier. Je crois que c'est aussi un élément, c'est une richesse pour une école de pouvoir bénéficier de ces différentes interventions. Peut-être son entreprise, mais aussi pouvoir aussi donner son avis sur comment cette éducation à l'information aide, je dirais, leur enfant à peut-être découvrir des métiers et ne pas rester un peu dans ces déterminismes sociaux. Je crois que c'est un élément important et je crois que le rôle des parents est là-dessus essentiel. Ensuite, on a un autre parcours qui est le parcours santé et je crois que c'est un élément aussi qu'il faut qu'on développe encore un peu plus. Nous avons les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté qui sont partenariaux, puisqu'on a à la fois les différents partenaires, la commune, mais aussi les parents d'élèves, et puis le monde associatif au niveau des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et je crois qu'ils permettent à un moment donné de partir, non pas dans un sens qui est descendant, mais partir d'une réalité du territoire et essayer de construire collectivement des réponses. On est sur un élément qui me paraît fondamental sur cette démarche qu'il faudrait qu'on développe encore plus fortement. Et puis, bien sûr, vous l'avez développé, c'est l'éducation artistique et culturelle, puisque nous développons dans le département du Rhône vraiment cette notion de parcours, en créant aussi des pôles territoriaux sur lesquels on essaye à un moment donné de fédérer et surtout de permettre à notre jeunesse de découvrir, je dirais, toute la richesse locale là-dessus. Et puis, bien sûr, dans le rôle des parents, dans leur participation, il y a une autre notion qu'on oublie un petit peu, qui est la notion de l'accompagnement personnalisé. Je crois que c'est un point sur lequel nous avons à travailler encore un peu plus. Si on veut que, par exemple, les parents incitent leur enfant à participer à devoirs faits, ce qui n'est pas simple avec des adolescents,
qui ont une tendance à être un peu comme tous les adultes, économes de leur temps. Pourquoi je me rajouterais ce temps supplémentaire? Voilà, c'est toujours la grande question qui se pose. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds dans l'opération? Ils voient tout de suite ce qu'ils perdent. Ils voient moins tout de suite ce qu'ils vont gagner parce que c'est un peu plus long. Voilà. Donc, c'est bien à un moment donné aussi, pour moi, l'idée de travailler et de réfléchir ensemble sur cette idée d'accompagnement personnalisé. Je crois que c'est une façon aussi de pouvoir à un moment donné de renforcer ces alliances éducatives. Vous avez vu, je viens de changer de sémantique, je parle d'alliance éducative. Je crois qu'à un moment donné, c'est peut-être une façon de pouvoir aller encore un petit peu plus loin. Je rappelle qu'au niveau éducation nationale, nous avons veillé aussi à fournir des outils pour aider les équipes enseignantes, mais aussi pour aider les familles, avec deux grands dispositifs que je vais citer. Bien sûr, c'est la mallette des parents, qui fonctionne depuis l'école maternelle et qui va jusque dans les années collège. C'est un bel outil qui me permet, qui a été construit par le terrain et qui favorise à un moment donné et qui propose des situations de réflexion là-dessus, d'apprentissage. Je me rappelle d'avoir été dans une école maternelle où, à partir de cette mallette des parents, les parents ont pu vraiment s'exprimer et pour travailler sur comment on dit non à son enfant. Voilà, c'était des grandes questions qu'ils se posaient et réfléchir collectivement sur la démarche qui était proposée. Et puis, l'autre dispositif qui est important et qui est vraiment que quand l'école accueille toute la diversité de la population, c'est, je rappelle, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, alors qui est plus centré sur les élèves qui sont originaires, je dirais, élèves allophones, donc des élèves qui arrivent de l'étranger et pour lesquels la langue française n'est pas la langue, je dirais, familiale, donc un élève pour lequel la langue française va être une langue seconde. Donc on est bien sur un aspect qui est essentiel là-dessus. Dans l'introduction, j'ai évoqué un peu ce Monsieur duo Charlot. On va peut-être, en tout cas, en 2 mots, peut-être conclure, parce que voilà, vous avez été très intéressant, mais on va donner la parole. Juste un point, et je vais être là en 1 minute. Le point qui me paraissait important, c'était de repréciser que l'école, elle ne peut pas être simplement sur la dualité famille-enseignant. Elle doit être aussi dans une dualité, dans un trio qui prend en compte l'ensemble des partenaires. Les enfants, un 5e du temps éveillé, ils sont en dehors de l'école. Et donc, c'est un élément qui est important à essayer de prendre en compte. Et je pense qu'on a des belles expériences qui sont en train de se mettre en place à travers des mots comme cité éducative, où on rassemble tout le monde et on permet à tout le monde, à un moment donné, de travailler ensemble et peut-être de mieux se comprendre. Les groupes de pilotage sur les cités éducatives sont un magnifique outil là-dessus. Voilà, je ne serai pas plus long, je dirais simplement, c'est que vous avez compris que la coéducation, c'est un défi à relever encore. Je pense qu'il n'est pas relevé encore, il est un défi qui est à relever. On a beaucoup d'outils à notre disposition et je me dirais, voilà, plus de coopération, plus d'alliances éducatives, et je dirais plus peut-être d'engagement de chacun pour arriver à faire bouger les lignes sur cette notion. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Charlot. C'est effectivement, on retiendra l'idée de défi et peut-être de volonté de participer, en tout cas d'aller encore plus loin. Mathieu, je te laisse la parole. Oui, merci Monsieur Charlot. Et en effet, maintenant, on va se tourner du côté des collectivités territoriales. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame Véronique Moreira, qui est donc la vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge des questions d'éducation, de culture, de patrimoine et de sport. Madame Moreira, c'est à vous. Merci beaucoup. Non, moi je suis juste chargée des collèges et de l'éducation à la métropole de Lyon. Excusez-moi, voilà. C'est un collègue qui est davantage sur les questions de sport et de vie associative. Et puis sur la culture, il y a aussi une vice-présidence dédiée. Très bien. Voilà, ma casquette me suffit largement. D'abord, merci pour toutes ces interventions. C'était très riche et vraiment extrêmement intéressant. J'ai évidemment pas la même définition de la coéducation. Moi, je ferai un peu un pas de côté et ça fait la transition avec ce que disait Monsieur Charlot à l'instant sur le fait que pour moi, la coéducation, c'est le travail de l'ensemble de la cité dans l'accompagnement des jeunes. Et je trouve que tout ce village réuni autour des jeunes, ça me paraît extrêmement important, à la fois pour contribuer à la diversité des expériences éducatives pour le jeune, mais aussi parce que quand
on contribue à l'éducation, eh ben, on s'éduque soi-même et je pense que c'est très important de lutter contre l'immobilisme et le désintéressement des adultes et que c'est très intéressant d'impliquer l'ensemble du village dans l'éducation des enfants. Eh bien, pardon. Ce que je voulais dire sur les compétences de la métropole, parce qu'on a beaucoup parlé d'école, de l'école élémentaire, de l'école primaire, la métropole, elle a compétence, en tout cas sur les questions d'éducation, essentiellement dans les collèges, essentiellement sur la question de la construction et des cantines. Et sur le volet éducation lui-même, elle a une compétence un peu plus réduite. Mais là, nous, on réfléchit un peu différemment. On se dit qu'il y a une vraie légitimité de la métropole à intervenir sur les questions d'éducation, justement parce qu'on a la responsabilité des collèges et de la construction en particulier des collèges. Donc, il y a forcément une vocation à s'intéresser à cette dimension. Et aussi parce que la métropole, c'est un échelon suffisamment vaste et suffisamment multifonction pour s'intéresser à de très nombreux acteurs, qu'il s'agisse des hôpitaux, des universités, des associations, des entreprises, enfin bref, l'ensemble des acteurs de la métropole. Et donc, il me semble qu'il y a une vocation de la collectivité à mettre au service en fait, de l'éducation l'ensemble des acteurs et d'aller chercher des choses dans des domaines qui ne sont pas forcément les plus proches habituellement de l'éducation. Et puis la troisième raison pour laquelle les collectivités ont une vocation à s'intéresser à l'éducation, c'est que les collectivités, elles ont un mandat d'élus, et donc elles sont élues sur un projet politique, et voilà, le projet politique peut les engager sur cette dimension. Voilà. Notre projet politique à nous, qui avons été élus à la métropole, c'est l'engagement sur la transition écologique et sociale. Et ce n'est pas un projet qu'on peut faire en solo de façon unique. C'est vraiment un projet dans lequel il faut embarquer tout le monde. Il y a un très gros travail de conscientisation, même si dans le vocabulaire, ça semble un langage commun, ça semble une chose assez partagée. Il y a vraiment une nécessité de conscientiser et d'embarquer l'ensemble de la société, de lutter contre, enfin de se confronter à ces défis dont on a parlé, qui sont à la fois des défis environnementaux, mais aussi des défis sociaux, des problèmes de mixité, d'engagement, des intérêts de la chose publique. Donc, il y a des défis énormes dans lesquels il faut s'engager. Puisque je ne sais pas exactement combien de temps je vais disposer, je vais vous dire qu'il existe déjà de très nombreuses initiatives. Personne n'a attendu ces nouveaux élus pour se mettre en marche. Il y a des initiatives, on en a parlé tout à l'heure, de mentorat qui sont faits qui sont portés par des associations, donc mentorat du monde professionnel auprès de jeunes. Il y a des initiatives de projets d'éducation au développement durable qui mobilisent des associations pour entrer dans les collèges et puis aller contribuer en fait à avoir un autre regard sur l'éducation. Il y a des tas de choses qui existent, mais il me semble que ce qui manque maintenant, c'est de mailler ces initiatives et de leur donner un véritable sens, hein, une véritable colonne vertébrale. Bien évidemment, vous avez parlé de faire entrer les parents dans les écoles, vous avez beaucoup parlé de la place des parents et de la rencontre. Moi, je pense aussi que la compétence des collectivités qui est de construire des lieux, elle doit aussi intégrer cette dimension en réfléchissant à l'ouverture des lieux qu'on construit. C'est-à-dire comment l'architecture peut-elle permettre aux parents de trouver une vraie place, pas seulement d'être invités dans une relation duelle, mais aussi d'avoir une véritable place, d'investir l'école et d'y trouver des lieux d'apprentissage pour eux aussi. Ça se fait déjà dans certains établissements, des lieux de réunion, de rencontres, d'échanges. C'est valable pour les parents, mais c'est valable aussi pour les associations, c'est valable aussi pour la vie extérieure. Comment fait-on? Donc, il y a une des intervenantes qui disait pourquoi on n'ouvrirait pas les collèges ou les écoles aussi la nuit. En fait, ça pose des problèmes de responsabilité. Bien sûr, les établissements sont sous la responsabilité des chefs d'établissement et il y a des problèmes légaux, des obstacles légaux à lever. Eh bien, c'est possible de les lever. On l'a bien vu cet été pendant les dispositifs de vacances apprenantes. On a transformé les EPLE, les établissements qui accueillaient les établissements d'enseignement,
on les a transformés en établissements recevant du public pour que la responsabilité des principaux des collèges ne soit pas engagée. Donc, voilà, c'est un exemple qui ne s'adapterait pas bien sûr à toutes les situations, mais c'est pour dire que quand on a envie d'atteindre un objectif, il faut se donner les moyens et y réfléchir, bien se confronter aux obstacles et essayer de les lever en proposant des solutions. Les cantines aussi, c'est une façon de travailler à la coéducation. Nous, on a la responsabilité des cantines. Qu'est-ce qu'on fait de ces lieux qui sont des vrais lieux de mixité, qui sont des lieux d'apprentissage, qui intervient dans les cantines et comment à la fois le repas et puis ce temps de la pause méridienne peut être un temps de coéducation. Et enfin, si on s'investit vraiment, si la métropole en particulier prend toute sa place sur les questions de coéducation, comment travaille-t-on sur les nouveaux collèges? Alors, il y a des collèges qui vont sortir de terre, là, qui ont été déjà démarrés, donc nous, on n'a pas vocation à agir sur le bâti. En revanche, on peut agir sur, vous avez parlé de tiers-lieux, on peut agir sur le fonctionnement de ces collèges qui vont sortir et sur le lien avec le quartier. Comment fait-on pour interroger l'ensemble des acteurs du quartier, les interroger sur les projets qu'ils portent, comment fait-on pour faire vivre ces projets, permettre à ces projets de traverser le collège. Quand je dis traverser, ce n'est pas juste entrer par une porte et ressortir par une fenêtre, c'est vraiment d'imprégner le collège de leur vitalité, d'une autre façon de voir les choses et de les comprendre. Et puis c'est aussi ensuite documenter ces projets et les utiliser pour qu'ils se reproduisent. Parce que les initiatives dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont nombreuses, mais quand les équipes se séparent, enfin, avec les histoires de vie, on a parfois un manque d'ancrage de ces projets dans les connaissances et dans les ressources. Donc, c'est important aussi de bien les documenter et d'avoir une véritable base de ressources pour les dupliquer ensuite. Donc, voilà, on est en train de travailler là sur un projet de quartier apprenant, je ne sais pas exactement comment on va l'intituler, pour mobiliser l'ensemble des acteurs d'un quartier pour travailler à l'intérieur du collège sur des questions éducatives et permettre aux élèves de s'accrocher, d'avoir un véritable ancrage dans le quartier. Merci Madame Morera. Alors on comprend bien que vous réfléchissez vraiment de manière globale pour vraiment créer ce lien entre toutes les initiatives qui existent sur le terrain et puis créer du lien entre ces différents espaces. Je trouve ça à titre personnel et professionnel passionnant de réfléchir à l'ouverture, à lever tous ces obstacles pour ouvrir des espaces comme les EPLE et les intégrer, les incorporer un peu plus dans le tissu de la vie de leur quartier. On imagine que vous êtes déjà en train d'orchestrer tous les liens, en tout cas toute l'ingénierie qui sera nécessaire pour tisser ces liens à l'avenir et on s'en réjouit peut-être d'y contribuer également. Merci beaucoup Madame Morera. Je vais maintenant passer la main à Angélique pour introduire nos derniers intervenants qui représentent cette fois la ville de Lyon. Merci Mathieu. Et cette fois, j'ai anticipé, j'ai ouvert mon micro avant de commencer à parler. J'ai effectivement le plaisir d'inviter Stéphanie Léger, Fatima Berached et Tristan Debray à venir partager leur vision et puis leurs engagements sur le territoire de la ville de Lyon. On est progressivement descendu avec des zooms plus restreints de l'académie à la métropole et maintenant la ville. Stéphanie Léger, vous êtes adjointe au maire de Lyon en charge de l'éducation. Fatima Berached, vous êtes adjointe au maire du 1er arrondissement, particulièrement en charge du conseil municipal des enfants, et Tristan Debray, vous êtes conseiller municipal au maire de Lyon en charge du projet de la ville des enfants. Je vous invite à 3 voix à rebondir, réagir sur les suites de cette discussion. Fatima, Tristan, je vous laisse commencer. Allô? Oui. J'y vais, je me lance. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation.
Moi, je vous présenterai le conseil d'arrondissement des enfants du premier arrondissement qui a été mis en place en 2015 et qui fait la suite logique avec les propos que Mme Moreira a tenus juste avant, puisque là, c'est l'implication des enfants dans la vie de la cité. Donc, les enfants sont élus dans leurs écoles. Ils sont ce sont des élèves de CM1, CM2. Ils sont élus pour un mandat de 2 ans. Et après leurs élections, ils sont installés, une fois qu'ils sont installés, ils vont travailler dans 3 commissions. Et au cours de ces commissions, ils vont définir leur programme. Typiquement, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine avec la nouvelle promotion. Ils vont définir leur programme, leur projet, et l'objectif va être de les accompagner au mieux sur leur mandat pour que leur projet se réalise le mieux. On a fait le choix dès le début qu'ils soient accompagnés par une association. Donc, c'est une association d'éducation populaire qui accompagne les enfants parce qu'ils sont encore enfants, même si pour nous, ce sont nos élus. Donc, ils mènent des projets. Et je peux vous donner un exemple typiquement, la promotion. Alors, il y a un nom qui est donné aux promotions. Donc, c'était la promotion Anne Frank. Les enfants, et je peux vous assurer qu'ils se sont battus pour qu'on puisse y arriver, ont souhaité installer une boîte à partage alimentaire sur le premier arrondissement. Et donc, la boîte, elle est installée sur la terrasse d'un café dans les pentes de la Croix-Rousse. Et vraiment, c'était une démarche. Pourquoi on veut cette boîte? C'est pour répondre à un besoin des personnes en difficulté, donc dans un sens de solidarité. Donc, ils étaient partis de leur projet et on les a accompagnés pour réaliser et concrétiser leur action. Concernant la coéducation, je dirais que, et ça rejoint ce que vous aviez dit précédemment, hein, le lien se fait avec les parents puisque évidemment, les enfants ont l'autorisation d'être candidats et les parents sont toujours en lien en amont et en aval des commissions puisqu'ils reçoivent l'ordre du jour, ils reçoivent les comptes rendus et donc l'objectif, c'est qu'ils échangent avec les enfants. Et il y a un lien aussi avec les enseignants puisqu'on demande aux enfants de bien restituer dans leur classe auprès de leurs électeurs le travail qu'ils ont fait dans les commissions, puis de demander l'avis de leurs camarades sur l'ordre du jour qu'ils vont avoir. Voilà. Donc, la coéducation se fait avec ces 3 acteurs, ces 4 acteurs, si on rajoute la mairie dans le schéma. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Debray? Oui, merci. Je vais essayer d'aller aussi vite que Fatima Berached. Merci beaucoup pour votre invitation et merci à toutes et à tous d'être encore là à cette heure un peu tardive. Donc, je vais aussi faire un petit peu de hors-sujet dans le sens où je ne vais pas vraiment parler de coéducation. Du coup, je vous propose de vous parler un peu plus de la délégation Ville des enfants de manière plus large. Donc, en tout cas, merci pour tous vos échanges. Hein, c'est très enrichissant. Il y a parmi vous des personnes d'horizons complètement variés et divers et je pense que c'est une très bonne chose comme ça de croiser les regards, quel que soit le sujet dont on parle. Donc, sur ma délégation Ville des enfants, donc, elle incarne la volonté du maire de Lyon et la mienne, bien entendu, d'améliorer la place des enfants dans la ville de manière générale, à la fois comme habitants, mais aussi comme acteurs. Donc, c'est une délégation qui est assez large et transversale et la plupart des missions qu'elle comprend vont dans le sens de l'épanouissement des enfants dans la ville et de leur autonomie. Nous sommes nombreux à parler des enfants, à nous préoccuper de leur bien-être, de leur développement et de leurs besoins. Nous nous exprimons souvent sur les questions d'éducation et de l'enfance en général. Une multitude de livres et d'articles sont consacrés aux enfants par des éducateurs, par des professeurs des écoles ou encore même des coachs, des psychologues pour enfants et bien sûr des parents. Pourtant, j'ai fait un constat récemment, je ne suis sans doute pas le seul, le constat qu'il y a un acteur qu'on n'entend pas souvent parler des enfants, vous en conviendrez certainement, ce sont bien sûr les enfants. En effet, il y a peu d'espaces de participation ou de consultation pour eux, ils n'ont pas vraiment de tribune pour exprimer eux-mêmes leurs besoins, leurs souhaits, leurs rêves, ils n'ont pas d'assemblée pour défendre leurs projets. Donc à Lyon, comme vous le savez, Fatima vient d'en dire quelques mots, il existe déjà un conseil d'arrondissement des enfants dans le premier arrondissement, donc depuis 6 ans, depuis 2014, et en nous inspirant notamment de cette riche expérience, nous avons commencé à réfléchir à la création de nouveaux et beaux outils d'émancipation et d'engagement citoyen que représente ce conseil. Tout comme nombre d'entre vous, j'imagine, je considère les enfants comme des citoyens à part entière et non comme de futurs citoyens en devenir. Enfin, je vais vous dire quelques mots donc sur la ville que nous voulons redessiner avec, pour et par les enfants. Donc, comme on l'a dit, il s'agira avant tout de les associer à un maximum de projets, à tous les projets qui les concernent. Donc, ça passera par de nouveaux conseils d'arrondissement des enfants et dans quelques années,
on va tout faire pour la création d'un conseil municipal des enfants. On a un conseil municipal des adultes, il n'y a pas de raison pour que les enfants n'aient pas le leur. On travaille donc aussi sur les manières d'adapter la ville aux enfants, c'est-à-dire de faire de Lyon une ville à hauteur d'enfants. Et ça passe par de nombreux projets. Je ne vais pas tous les détailler ici, je n'aurai pas le temps, mais notamment les aménagements autour des écoles et des crèches auxquels on veut associer les enfants, notamment sur la partie aménagement, et en faire des lieux de convivialité. Donc, on souhaite concerter au maximum les enfants pour qu'eux-mêmes puissent donner leur avis sur ces espaces sur lesquels ils seront prioritaires. Donc, il y a la question de la rénovation des aires de jeu, avec des jeux qui leur permettent de développer davantage leur imaginaire et leur créativité. Un rééquilibrage de ces aires également sur l'ensemble du territoire lyonnais pour une plus grande équité. Un renforcement de leur dimension inclusive et de leur dimension non genrée. On travaille aussi sur des aménagements urbains à hauteur d'enfants et sur la végétalisation des cours d'école et de crèches, notamment, comme vous le savez sans doute. Et on a aussi donc comme projet d'adapter davantage des lieux culturels pour les enfants, notamment en proposant à ces lieux de développer l'accrochage à hauteur d'enfants pour réveiller leur curiosité et leur éveil à toutes les activités artistiques notamment, et donc de renforcer les programmes dédiés aux enfants. Donc sur la coéducation, je vais pas trop m'aventurer. Je laisserai peut-être Stéphanie Léger dire quelques mots dessus, mais je sais que vous en avez déjà tous beaucoup parlé. Simplement pour information, on va proposer demain au conseil municipal d'autoriser le maire de Lyon à porter candidature pour l'obtention du label Ville Amie des enfants, donc auprès de l'UNICEF. Donc vous avez sûrement toutes et tous déjà entendu parler. Voilà, donc en quelques mots, j'espère que j'étais assez rapide. Donc la ville des enfants qu'on souhaite redessiner avec eux. Et nous sommes preneurs, bien sûr, de toutes les idées d'associations ou de professionnels pour nous aider à dessiner ensemble cette ville à hauteur d'enfants. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Debray. Madame Léger, je vous invite à conclure ce tour d'horizon pour la ville de Lyon. Oui, alors pour être très rapide, actuellement la ville de Lyon élabore son nouveau PEDT. Donc PEDT, c'est son projet éducatif de territoire. Et nous l'avons, la coéducation va être au cœur de cette politique éducative en fait. Et pour cela, nous souhaitons co-construire. Alors, je sais que le mot co-construction a été relevé en début de cette réunion, mais je pense qu'en fait, pour que notre politique éducative soit efficace, soit pertinente et surtout qu'elle soit appropriée par toutes les parties, il est nécessaire d'inclure toutes ces parties dans la construction de cette politique-là. Et pourquoi, dans quel but, pour être assez rapide, justement pour créer cette alliance dont M. Charlot a parlé tout à l'heure, cette alliance, cette cohérence, cette cohésion éducative autour de l'enfant. Et pour être très dans le pratique, en fait, aujourd'hui, la ville de Lyon, comme vous le savez, gère les écoles. Et au sein de ces écoles, il y a effectivement le temps d'instruction, qui est dévolu à l'éducation nationale, mais il y a d'autres temps où il y a d'autres acteurs qui viennent là. Et je pense qu'il va être très nécessaire dans notre nouveau PEDT que dans cette co-construction, on reconnaisse à chacun, en tout cas, on reconnaisse une place aux autres acteurs et que les acteurs entre eux reconnaissent une place, en tout cas, dans l'éducation des enfants. On a parlé d'estime mutuelle, de reconnaissance et je crois que c'est vraiment très, très important parce que c'est ce qui permettra, à mon avis, de co-construire et du coup, que les gens adhèrent sur ce projet-là, se l'approprient. Et ce qui me semble très, très important pour moi, c'est que ça devienne cohérent. Alors, j'ai entendu le mot diversité, j'ai entendu le mot qu'il pouvait y avoir des conflits, etc. Cependant, je pense que ce qui est le plus important, c'est que autour de l'enfant, tous ces adultes qui l'encadrent, en tout cas dans l'espace école physique tel qu'il existe aujourd'hui, qu'il y ait cette cohérence, cette cohésion autour de son bien-être et de le faire grandir, de le faire s'émanciper, etc. Et ça, je pense que c'est que dans cette estime réciproque, dans cette reconnaissance réciproque en tant qu'acteur de l'éducation de l'enfant, qu'on arrivera à construire une coéducation. Voilà, je voulais pour être très synthétique. Je vous remercie.
Un très grand merci pour votre mobilisation à tous. Votre temps est extrêmement précieux. Et d'ailleurs, les lumières s'éteignent. Je ne sais pas si ça veut dire que l'heure de conclusion est arrivée. Mais voilà, c'était vraiment très précieux pour nous de pouvoir aussi bénéficier de votre regard et de la parole des institutions du territoire. Mathieu ? Oui, tout à fait. Eh bien, les lumières s'éteignent parce qu'il est temps de conclure et d'éteindre les lumières. En effet, il est 19h35. Donc merci à la quarantaine d'auditeurs et de contributeurs et contributrices que vous étiez ce soir pour cette table ronde coéducation qui fut riche et passionnante et qui était peut-être surtout un début, on l'espère, une première prise de contact et l'annonce de futurs événements. Alors, cette vidéo, on vous l'a dit, cette table ronde était enregistrée et va être mise en replay sur les sites de la Maison de l'Apprendre, ainsi que sur le site de la mission Innovation Expérimentation de l'Académie, pour pouvoir un peu redécortiquer les paroles de chacun et prendre bonne note. On y associera également tous les liens nécessaires. Si vous souhaitez encore nous faire parvenir des liens, je m'adresse aux intervenantes et intervenants, vous pourrez le faire et on les mettra en ligne. On peut, nous, de notre côté, à la mission Innovation aussi, vous donner date pour un futur événement que seront les Journées de l'innovation pédagogique, qui est autrefois on appelait ça le printemps de l'innovation, et qui cette année prendra un nouveau format en associant les différentes délégations de l'Académie. Il se trouve qu'un des axes de travail de cette grande journée de l'innovation pédagogique tournera autour des collectifs pour mieux apprendre. Et donc, il sera encore certainement question, peut-être de tiers-lieux, peut-être de coéducation. En tout cas, ça aura lieu sous un format hybride le mardi 25 mai 2021. C'est une action qui est impulsée par Monsieur le Recteur et sur laquelle toutes les équipes académiques vont se mettre à travailler au cours du printemps. Voilà pour le principal rendez-vous, mais il y en aura encore beaucoup d'autres. Merci Laura, merci Angélique. Je vous laisse peut-être le mot de la fin. Merci Mathieu, merci à tous pour vos échanges. Effectivement, on les voulait passionnants, ils ont été passionnants, avec effectivement des disparités, on entend bien, avec par contre, on entend aussi beaucoup de valeurs communes et de complémentarité. Et puis l'évocation aussi de belles idées, donc de beaux défis pour l'avenir. On est très content sur le temps imparti et sur le délai surtout d'organisation, de la richesse des échanges. Merci à tous. Angélique, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors je vais me répéter, mais ce n'est pas grave parce que c'est pour des bonnes raisons. Effectivement, un grand merci à tous de votre engagement sur ce temps de soirée, sur un sujet qui manifestement nous relie tous. J'en profite pour vous dire que le Festival de l'Apprendre se poursuit jusqu'à dimanche et qu'il reste encore différents temps d'ateliers, de tables rondes. C'est un événement qui est placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et qui vit grâce à la mobilisation d'une centaine de structures qui, comme le pôle défi ce soir, s'emparent d'un temps et d'un sujet qui se trouvent au cœur de leur pratique pour les partager avec le plus grand nombre, pour apprendre les uns des autres et pour faire vivre une dynamique sur le territoire d'apprentissage continu et tout au long de la vie. Donc vraiment, un très grand merci à tous et j'en doute pas, à très bientôt pour la suite de nos échanges. Alors, on arrêtera là l'enregistrement. Je le dis, si on a encore des